Alors bonjour, bonsoir plutôt à tous. Merci d'être venus. Alors on s'attendait à avoir plus de public parce qu'on avait beaucoup d'inscrits et puis bon, peut-être c'est la concurrence du soleil qui nous bon, il y aura peut-être plus de gens dans les parcs et moins de gens chez nous, mais bon, c'est pas grave. On peut entre nous discuter de jardin, de paysages, comme on le fait à chaque fois. Donc on a invité aujourd'hui Laure Cognam et Jacques Lénard, mais je pense que ils vous seront présentés plus en détail et d'une manière plus articulée par Cristina Castelbranco. Donc le sujet, vous l'avez compris en lisant l'annonce, donc c'est le métier du paysagiste en tant que métier d'art. Ça, c'est un des sujets auxquels Laure Cognam a consacré toute sa carrière de paysagiste. Elle a développé, elle a approfondi au fil de ses projets, au fil de sa réflexion. Donc c'est bien de partager ça avec elle. Donc elle va dialoguer avec nos deux invités. C'est un sujet évidemment auquel l'Institut européen des jardins et paysages est toujours attaché. Hein. On dirait que c'est une idée un peu facile. Évidemment, le métier du paysagiste est un métier artistique. Mais qu'est-ce que ça veut dire finalement? En quoi on peut parler d'art à propos du jardin, à propos du travail du paysagiste? C'est pas aussi simple que ça, c'est pas aussi évident que ça. Il y a encore des choses qui méritent d'être approfondies, il y a des changements qui vont sans doute se faire dans ce métier. Donc c'est de ça qu'on va discuter aujourd'hui. Donc, alors, je laisse la parole plutôt à Cristina Castelbranco, que vous connaissez, si vous êtes déjà venu. Elle a animé récemment, elle a participé récemment au mois de février, je crois, à une de nos rencontres sur l'idée de la transmission des savoirs, des techniques, des pratiques dans l'art des jardins au fil des siècles. C'était à l'occasion de la parution des actes d'un colloque que l'Institut avait organisé à Lisbonne, à la Fondation Gulbenkian. Donc aujourd'hui, c'est elle qui va animer, qui va porter cet événement, qui va dialoguer avec nos invités. Donc juste pour vous présenter Cristina, qui va vous présenter à son tour les invités. Donc Cristina Castelbranco est vice-présidente de l'Institut européen des jardins et paysages. Donc elle est partie prenante dans ces événements qu'on met en place maintenant depuis un an, il me semble. Elle est aussi architecte et paysagiste, elle est aussi historienne des jardins, parce qu'elle c'est aussi une chercheuse dans le domaine. Elle est portugaise et c'est grâce à elle que nous avons nos deux invités, Laure Cognam et Jacques Lénard. Donc je la remercie par avance. Merci bien Marco. Je vais demander la présence de nos orateurs ici sur les fauteuils, si c'est possible. Je vais remercier votre présence et vous dire que c'est avec joie qu'on voit une salle qui pourra bientôt être chauffée par un débat. Je remercie la présence de Pascal Buléon, c'est le président de l'Institut européen des jardins et paysages. Mais je suis ici pour vous présenter Laure Cognam. C'est une amie d'il y a longtemps, mais surtout, nous avons sur le nom de notre institut deux choses très importantes. Institut européen des jardins et paysages. Et ce débat qui a eu lieu la dernière fois qu'on était ici avec Louis Bénèche est un débat très intéressant. Est-ce que le paysagiste fait des jardins est capable de jouer au niveau et à l'échelle du paysage sur l'aménagement du territoire, sur l'esthétique et l'art du paysage, ou est-ce qu'il faut le réduire au jardin? Eh bien, ce débat n'existe pas aux États-Unis, parce qu'ils ont la profession absolument claire et déjà très depuis longtemps de landscape architecture, ce qui veut dire architecte de paysage. Celui-là, il est formé en 5 ans avec une partie scientifique et une partie de préparation artistique. Et de projectuel. Je ne sais pas si on dit projectuel. On te comprend. Ouais. Et donc, on sait faire des projets, on se prépare en art et on se prépare en sciences. Et là, parce qu'on ne peut pas travailler le paysage sans savoir la botanique, les sols, l'hydraulique, toutes ces sciences qui sont vraiment des sciences et d'ailleurs assez dures parfois. Donc l'école américaine, elle a cette liaison parfaitement établie. Et l'Institut, ayant ces deux mots, ayant ces deux concepts, nous voulons que l'Institut s'ouvre au paysage.
Et dans cette ligne d'intention, Laure est très très bien placée parce qu'elle a fait des jardins et des grands jardins, des paysages, et elle a intervenu dans les villes aussi. Parce qu'au fait, The Landscape Architect fait jardin, paysage et ville. Et donc la nature dans la ville, la capacité d'emmener la nature dans la ville. Et donc, en faisant ça, en sachant ça, j'étais à Aurillac, où Laure vit en ce moment. Et à Aurillac, Laure prépare une exposition sur son trajet professionnel, où les deux choses se mêlent et s'entremêlent. Cette exposition qui aura lieu en octobre, et on vous invite à venir sûrement pour ce moment, eh bien, elle était vraiment au cœur de notre préoccupation, Institut européen des jardins et paysages. Donc, on a fait l'invitation à Laure. Laure est architecte. Elle est allée aux États-Unis pour faire sa maîtrise en architecture paysagiste à l'école la plus difficile qui est l'université de Harvard. Et elle a grandi dans ce bain. Et quand elle est revenue, elle a fait plusieurs moments de projection et de travail qui lui ont rendu une renommée très, très forte, non seulement dans le patrimoine, parce qu'elle a travaillé le pont du Gard, mais aussi évidemment dans le paysage et dans ces transformations que l'homme peut faire du paysage pour l'embellir. Je demandais à Laure quel est le message que tu veux donner, et elle m'a dit l'art, le paysage comme un art. Et elle vous en parlera sûrement. Mais cette réponse, et surtout sachant que c'est l'art qui est la fondation de tout son travail, comme artiste, c'est ça qui est peut-être difficile à comprendre, eh bien, il m'a semblé absolument clair d'inviter Jacques. Jacques Lénard est très connu dans cette maison. Il a enseigné ici 50 ans. Et il est enseignant-chercheur et il a fait beaucoup de travail. On s'est trouvé au Portugal il y a 25 ans ou quelque chose comme ça. Et puis on ne s'est plus vu, mais évidemment avec Jacques, on mise sur le problème de la critique d'art et le problème du paysage aussi. Il est écrivain de plusieurs livres sur les paysagistes grands comme Burle-Marx et comme Courajou. Il est directeur à l'École des hautes études en sciences sociales et il a présidé à l'Association internationale des critiques d'art laïques. Et donc, on va demander à Jacques de commenter le travail de Laure. Donc, on va passer de la question construction-jardin, jardin comme objet d'art, comme art, et sûrement les problèmes de l'environnement pourront apparaître, mais l'important vraiment, c'est un débat qui se tiendra entre ces deux grands meneurs d'idées sur les jardins et les paysages. Bon, vous avez compris, Christina m'a fait venir parce qu'elle croyait dans sa grande naïveté que j'allais pouvoir parler d'art à propos de ce que Laure nous a montré de son expérience et de son travail. Alors évidemment, c'est raté, ça c'est encore une bataille perdue, mais quand même, comme on est là pour parler, je vais essayer de dire quelque chose sur ce travail et ce que j'en retiens. Et bon, je dois dire aussi en avant-première que lorsque le travail de Viguier et Laure a été engagé, j'ai souhaité faire un livre sur ce projet parce que je trouvais ça extraordinaire, je trouvais ça magnifique. Bon, étant moi-même à moitié philosophe, à moitié critique d'art, complètement sociologue, ça m'intéressait de voir comment s'articulaient ces différentes strates. Et c'est une des choses qu'on voit très fortement dans le film, c'est que
il y a des pressions, il n'y a que des pressions, d'une certaine façon. Alors, il y a la pression, tu nous l'as raconté, de la commission. Bon. Alors, la commission qui trouve que le projet est envahissant, qu'il va obliger... Alors, après, c'est déjà plus la commission, c'est la commune voisine qui va être envahie si on fait l'entrée par le sud, etc. Il y a les populations qui, comme Laure l'a dit très bien, elles vivent là depuis 1000 ans avec le pont du Gard. Et évidemment, changer, elles sont habituées d'ailleurs à piquer l'eau le long du parcours, on a aménagé des jardins, etc. C'est extrêmement intéressant. Il y a 40 km, ça vaut la peine de poursuivre les 40 km pour voir ce qu'ils provoquent dans le paysage, précisément parce que les gens vont piquer de l'eau et du coup ça crée des biotopes qui seraient inattendus dans ce pays calcaire, sec, qu'est le Gard. Il y a évidemment la pression historique, hein, parce que c'est les Romains. On a appris ça à l'école. C'est les Romains, et les Romains, c'est les constructeurs, et c'est l'Empire, etc. Donc, on ne touche pas à un objet comme ça sans d'infinies précautions. Et puis, last but not least, il y a le paysage naturel. Tu l'as bien dit, cette espèce de grande blessure que le Gardon fait, quelques millénaires, pour arriver à créer ce parcours que le pont va enjamber. Hein, une eau qui nie une autre eau. Il y a cette dialectique des eaux culturelles et des eaux naturelles qui est une des problématiques évidemment fondamentales de l'Aqueduc. Donc, sur ce premier aspect que montre très bien le film, on n'est pas du tout dans l'art, là on est vraiment dans la résistance. Alors c'est un art, hein, apprendre à résister. Il y a un bouquin qui vient de sortir d'ailleurs qui s'appelle L'art de la résistance. C'est un monsieur Rosenberg qui a résisté pendant la dernière guerre et qui, vers ses 95 ans, a décidé que ça vaudrait peut-être la peine d'écrire son expérience. Et son livre s'appelle L'art de la résistance. Donc voilà, ça c'est le premier art qui est nécessaire pour le paysagiste parce qu'il affronte des réalités extrêmement violentes. Alors il y a évidemment l'autre dimension, et là peut-être qu'on n'est pas dans la résistance, mais on est dans le jeu. Jouer avec les forces. Alors il y a différents types de forces. Il y a les forces naturelles, le Gardon, même les populations, jouer avec les populations. Et là, on touche déjà quelque chose qui a à faire avec une exemplarité artistique, alors proprement artistique, que tu as cité. Tu as parlé de Christo. Et Christo, c'est très intéressant. Vous connaissez au moins le travail qu'il a fait à Paris, mais il y a une œuvre qui ressemble beaucoup plus au travail de Laure qu'il a fait aux États-Unis, qui s'appelle Running Fans. Et Running Fans, ce qui est très intéressant, c'est un rideau, c'est comme le parcours de l'Aqueduc, ça traverse des collines, etc. Et là, le problème, pour arriver à planter les pieux auxquels il a accroché son rideau à travers le paysage, il me racontait toujours que le plus intéressant, c'était la négociation. Là, il faut négocier parce qu'on a des cow-boys qui mènent leur troupeau et ça va les gêner si je passe un fil et un rideau, etc. Et l'art de la négociation, c'est le deuxième point que ce film nous explicite bien. C'est-à-dire que le paysagiste, il est constamment dans cette négociation. Et puis finalement, la négociation la plus complexe peut-être, c'est avec ce dernier public, parce que c'est pas le tout
de classer le Pont du Gard en patrimoine mondial, c'est que du coup, il y a 1 million de gens qui viennent chaque année, qui, comme chacun sait, détruisent les paysages. etc. Alors, ils en jouissent, ils le détruisent. Il y a là toute une dialectique aussi qu'il faut arriver à résoudre, et les solutions. Alors Laure nous a dit un peu son regret de ne pas avoir réussi à faire entrer le public en face de cet objet, parce que c'est à ce moment-là, évidemment, qu'on en découvre à la fois la qualité esthétique, cette légèreté, cette transparence dont tu parles, qui permet qu'on voit derrière le paysage et le grand paysage, mais aussi qui rappelle sa fonction. Alors ça, c'est cette négociation avec le public. Tu nous as dit, je l'ai perdu. Finalement, le public entre par le côté et non pas de face. Mais de face, dans l'espace qui a été libéré ainsi, tu as pu placer les voitures de ce public, qui est évidemment un des problèmes majeurs, puisque tu as dû faire 1000 places. Alors là, tu as établi un rapport avec une autre dimension de l'art. Tu vois, je fais des efforts pour revenir à la question de l'art. Non, qui est la dimension des murettes traditionnelles, qui est cette structuration du paysage provençal, qu'on appelle les restanques, qui donne à tous les villages de Provence, de toute cette partie qui est calcaire, et qui donc donne cette pierre qui permet, c'est pas la pierre du Pont du Gard, elle est dans une carrière, la pierre du Pont du Gard. Oui, qui est une carrière qui est toute proche, et qui porte d'ailleurs un nom extraordinaire. Ça s'appelle Verse, comme on dit dans le Midi. La pierre de Verse, et le village s'appelle Verse-Pont du Gard. Ce qui est une invitation, évidemment, au public. Le village, il s'appelait comme ça depuis toujours, Verse. Mais aller vers Pont du Gard. Et donc, cette dimension de s'inscrire à travers les murettes dans une esthétique, je dirais, du paysage provençal, c'est un élément tout à fait fondamental qui inscrit véritablement ton projet dans cet espace-là, à travers l'art des carriers, voire des paysans simplement qui construisaient à Gordes ou à Beaunieu, dans le Vaucluse. Vous avez des constructions en pierre sèche. Il n'y a pas besoin d'être architecte pour ça. Voilà. Donc ça, c'est une dimension aussi du rapport du paysagiste à des formes d'art qui ne sont peut-être pas les formes canoniques, muséales, légitimes, mais qui sont celles qui identifient un paysage. Et puis, donc, cette dimension du travail, alors elle s'élabore, elle prend son envol à travers... Alors, ce qu'on a vu tout au long du film, on voit des dessins et des aquarelles. Alors là, on entre dans, peut-être pas l'art du dessin, parce que les dessins sont des dessins relativement simples de forme, mais l'aquarelle, alors là, elle entre véritablement comme un support de sensibilité. C'est ce qui permet, dans un rapport d'échange, parce que les aquarelles, tu les fais pour toi, mais en fait, tu les fais aussi pour montrer aux commanditaires, quel qu'il soit, si c'est pour un jardin privé ou si c'est pour une commission des monuments historiques ou autres, leur donner un peu autre chose que les données brutes. C'est-à-dire la poésie qui devrait aller avec, et que ton projet a pour sens, pour volonté de mettre en scène. Alors là, c'est la poésie du végétal. C'était très intéressant quand tu nous as montré l'arrêt pisylve. Il y avait des saules comme ça, un peu dans le vent, avec les feuilles qui bougeaient, etc. Et puis tout de suite après, dans le film, il y a une aquarelle, et c'est comme à la vie. C'est-à-dire que c'est délavé
Hein, alors, il n'y a pas du tout les feuilles dessinées comme ça, comme on savait le faire, comme Poussin savait le faire dans ses peintures. C'est du pastel. Oui, mais c'est du pastel, mais le pastel a beau être d'une sécheresse absolue, il donne, dans l'usage que tu en fais, l'impression d'une liquidité, d'une fusion des formes les unes dans les autres, ce que permet le lavis ou ce que permet le fusain. Alors là, ce serait peut-être un point sur lequel tu pourrais développer un peu ce qu'est pour toi la fonction de ce support pictural dans à la fois l'approche du paysage tel que tu le ressens, hein, cette phase du ressenti, et puis la restitution après, le travail de médiation qu'opère ce dessin et cette peinture à l'égard du commanditaire. Question difficile. Mais c'est très intéressant. Pourquoi je le fais à la peinture ou au pastel, à l'aquarelle? Pourquoi je le fais? C'est vrai que je le fais instinctivement. C'est-à-dire, c'est peut-être... j'ai jamais pensé à cette question. Hein. Je le fais peut-être pour capter, moi, ce que je ressens déjà. Et puis, après, je suis architecte, donc je construis ce que je ressens. Et souvent, c'est ces dessins-là qui sont les premiers, des croquis, qui sont le premier geste, qui passent et qui est un langage. Un langage que j'adresse à l'autre. C'est très difficile de faire une image, de dessiner une image. Faire une aquarelle ou une pastel d'un paysage qui est là, c'est la restitution de sa propre émotion. Mais dessiner un paysage qui doit être construit, c'est tout à fait une autre démarche. Parce qu'on crée. Et on crée avec des éléments naturels voilà. Et on va créer une image qui doit être comprise par l'autre. Et l'autre, il a sa propre bibliothèque. C'est-à-dire que moi, ça fait quoi, 35 ans que je lis des livres, que je vois des paysages, que je les analyse, donc ma bibliothèque intérieure, ma mémoire, elle est très large. C'est normal, c'est mon métier. Mais la personne qui est en face de moi n'a pas, en général, pas du tout la richesse, l'étendue de tout ce que... Donc il faut que je lui dessine une image qui soit à la fois avec des choses qu'il peut comprendre, mais à la fois avec des choses qui sont vraies, parce que je ne peux pas mentir. Je vais proposer quelque chose. Et ce quelque chose, il doit être dit à des personnes qui n'ont pas toute cette mémoire que j'ai, et j'ai des personnes différentes, parce que mes commanditaires ont des histoires différentes, viennent d'endroits différents. Donc mon image doit être construite pour que je puisse passer à la fois une sensibilité, ça on le comprend, c'est comme une peinture, mais à la fois, je dois passer un projet. C'est-à-dire qu'il va y avoir 4 fontaines et pas 3. Et ça, c'est une très grande difficulté qui est toujours... C'est-à-dire qu'en fait, quand je peins pour moi, je respire, quoi. J'ai le droit de me faire plaisir. Mais quand je dessine, c'est pas que je me fais pas plaisir mais quand je dessine pour l'autre, je dois lui raconter une vérité. Je dois lui raconter ce qui va changer dans son jardin, ce qui va se passer. Et donc, c'est pas du tout la même approche. Oui. Juste ajouter un petit quelque chose sur le commanditaire. C'est que quand il y a l'aquarelle, il y a de l'art. Et donc, le commanditaire, il reçoit de l'art comme bonus, comme extra. C'était pas prévu. Et d'un moment à l'autre, et à chaque fois, je vois les aquarelles qui ont été faites à ce moment-là, cadrées sur le bureau dans 3 ou 4 années. Et donc, pour eux, c'est devenu de l'art. Ça, c'est un truc sensationnel. Elle le fait d'une façon très spontanée, mais c'est précieux. C'est beaucoup plus intéressant que tous les travaux qu'on fait qui sont tellement importants pour qu'on travaille en AutoCAD, etc. Donc, en faisant l'aquarelle, il y a un offre au commanditaire qui est très bon, c'est très fort. Si on veut parler d'art dans ce projet, on ne peut pas s'arrêter à la peinture qui a été faite ou le croquis ou l'art de ce paysage. C'était d'harmoniser deux civilisations.
c'est tangible un dessin. Tandis que quand on se promène dans les espaces du Pont du Gard, ça sera pareil pour un autre projet, tout ce qui est l'art, c'est de travailler ce vide, c'est de travailler les circulations, c'est de travailler ce qu'on va voir, c'est de travailler la perspective par là ou pas la perspective, la surprise ou pas la surprise. Voilà. Qu'est-ce qu'on dit? Quel message est dit à travers de ça? Et ça, c'est l'art, là. Et c'est pour ça que c'est difficile d'expliquer de notre métier que c'est un art, quand c'est comme ça sur des très grandes dimensions et qu'on ne voit pas, voilà. C'est que l'art, il est dans ces vides, il est dans la façon dont on règle les rapports des uns entre eux. C'est pour ça que j'avais tellement envie que en fait, on peut rentrer par le sud, hein, et tous les gens du coin, ils rentrent par le sud. Mais parce que, et j'avais pas le temps dans mon film, parce que c'est 17 minutes, mais bon, on pouvait faire un film d'1 heure, hein, j'avais pas le temps de raconter toute l'histoire qui avait été gravée sur ce site. Là, on a parlé de l'eau, mais en fait, c'est parce qu'il y avait, pendant 12 siècles, des paysans qui ont tiré l'eau de l'aqueduc, qui fuyaient. Parce que l'étanchéité n'était pas aussi bien faite. Elle était faite avec du raisin et de l'argile, et des feuilles, voilà. Et donc, ils fuyaient. Et les agriculteurs qui étaient là, ils étaient nombreux à vouloir piquer le... Bon. Du coup, il y avait des champs très, très, très serrés. Et c'est un jour, les archéologues qui ont vu les concrétions sur la pierre, et les champs serrés autour, comme ils étaient nombreux, ils étaient par bande. Donc au lieu de s'étaler un, voilà. Et donc ça, c'était des traces de l'histoire, et des traces, il y en avait partout. En fait, cette plaine qui a été si détruite, c'était parce que c'était accessible d'y arriver. Donc on pouvait voir l'histoire effectivement de 1000 ans, le tourisme qui arrive au milieu du XXe siècle. Avant, c'est les moulins. On allait à la foire de Beaucaire, plus loin. Donc, il y avait des charrettes qui passaient. Les charrettes laissaient des traces. L'aqueduc, on voit l'aqueduc. Et bon, à chaque fois, je suis un peu gênée. Mais il y a une partie de l'aqueduc qui est vraiment romaine. Et l'autre, puisqu'on ne pouvait pas passer d'une rive à l'autre, on a fait un pont au 19e qu'on a collé contre l'aqueduc. Donc, il y a une façade romaine, proprement romaine, et il y en a une qui ne l'est pas. Aujourd'hui, on ne ferait jamais ça. On ne collerait pas un pont à côté avec la même pierre, la pierre de Verse. Hein, bon. Justement, cette pierre de Verse, elle était piquée elle était creusée, taillée dans une carrière qui est juste pas loin de l'aqueduc. Bon. Et les Romains ont taillé cette carrière-là parce qu'on pouvait passer à gué. Tandis qu'au pied du pont, c'était très profond et on ne pouvait pas. Donc l'histoire, elle est voilà. Et c'est dire l'art, je pense. Enfin, j'ai jamais dit, c'est la première fois que tu m'incites, voilà. Donc j'ai jamais dit, c'est devant vous, donc je m'essaye. Vous êtes mes cobayes. C'est toujours ce qui a été difficile pour moi de dire, c'était que c'était cette façon de toucher aux choses de telle sorte que c'est un art de vivre sereinement dedans, de vivre sereinement dans ces lieux en travaillant l'espace. Et l'espace qui doit se raccrocher à ça, qui doit voir ça, qui doit avoir telle perspective, qui doit être surpris par ça, qui doit vivre la garrigue, dans la garrigue, la plaine, la grande peine. Et il y a une chose qui n'a pas été dite non plus dans le film et qui avait son importance, mais bon, on ne pouvait pas, comme je vous dis, il y aurait un livre ou un film à faire, mais c'est qu'il y a eu le Gardon qui a débordé tout de suite après le projet. On n'avait pas rendu le projet, qu'il y a eu un débordement monstrueux du Gardon. Et moi, j'avais toujours voulu qu'on dégage les terres les roches qui étaient sous les piles. Parce que je voulais montrer que ces piles et cet aqueduc, il était posé, il était tenu, il a même une forme un petit peu oblongue pour justement accuser les forces, les mouvements d'eau. Et que là, à l'époque où il y a juste, on m'a pas donné cet argent, c'était beaucoup d'argent que de creuser pour laisser toutes les roches que vous avez vues au début là sur lesquelles. Et l'inondation
La nature a fait le travail. La nature a fait le travail. Et les roches sont sorties, tout ce que je voulais, comme ça, gratuitement, on va dire. Je ne peux pas dire ça parce qu'il y a eu quand même des dégâts hier. Et les arbres que vous avez vus en bas, c'est-à-dire pas du parking, qui ne sont pas les petites pierres sèches, mais ceux du bas, qui étaient faits avec ces arbres, ils ont pris un petit coup comme ça, un petit coup comme ça. Mais en fait, ils sont très très bien tenus et ils ont pris du caractère parce qu'ils se sont vieillis avec ça, ils se sont... donc voilà. C'est tout ça l'art. Toi, tu parles de communiquer à l'autre par le dessin, et moi, c'était comment je rêve le truc et comment je vais restituer. Et tout le monde trouvait ça compliqué de faire ce projet. Et j'y suis allée la première fois, je vous promets, hein, je peux le dire maintenant, mais j'aurais jamais pu le dire plus jeune. J'ai vu tout de suite ce qu'il fallait faire. Je veux dire, c'était pas du tout un travail avec le temps, évidemment. Avec le temps, ça a été les contraintes, comme raconte Jacques. Mais moi, je voyais, il fallait nettoyer, et puis c'est tout. C'était tout simple. Pour moi, c'était simple. Voilà. Très bien, merci Laure. Ce que Laure dit très bien à la fin, c'est bon, c'est toute une affaire de poésie, mais comment en parler ? Comment en parler ? Alors, bon, dans la première partie, j'avais dévié sur les dessins parce que ça cristallise d'une certaine façon le désir, le besoin que dans le dessin, dans la conception, dans le rapport à la population, la nature, les objets, etc., il y a un regard poétique, il y a une dimension poétique. Mais évidemment, c'est ce dont on ne peut pas parler. C'est pour ça que je suis particulièrement bien placé pour me taire. Il y a des métaphores. C'est-à-dire, si on reparle du domaine des arts, est-ce que la danse est un art ? Oui. Le paysagiste, il danse aussi, il fait danser des choses. C'est-à-dire qu'il meut un corps dans un espace, établit des rapports qui sont changeants, parce que le paysage, il faut bien se rappeler, hein, on le traverse, on le marche. C'est fondamental. Oui, aujourd'hui, la mode, c'est l'immersion. Alors, l'immersion, on est très souvent statique et ça bouge autour. Je pense que le paysage, c'est le contraire. Ça existe et on le traverse et on ressent des choses différentes. Comme disait Laure tout à l'heure, selon les points de vue, selon qu'on passe dans un endroit obscur, etc., etc. Donc voilà, on peut penser le corps dans le paysage, et là, la danse est une manière de parler de l'art, de traverser un espace et d'établir un rapport avec cet espace. Voilà, une promenade paysagère, c'est aussi apprendre à lire ce qui a été disposé. Hein, il y a une partition, on est dans l'exécution de la partition. Et c'est actif. Donc le paysage, c'est compliqué parce qu'on le décrit comme quelque chose qui existe, un Dasein, dirait le philosophe, qui est là, mais pas tellement. C'est aussi quelque chose qui a une fluidité et donc qui met en jeu une relation qui est celle du corps avec ce qui est là et ce qui est autour. Donc il y a un côté performance à la fois du côté du paysagiste, parce que lui doit négocier tous ces rapports et les proposer comme un parcours possible, comme une relation possible pour celui qui le visite.
Je te coupe avec un matériau qui n'est pas toujours captable. Yeah. Il vit ce matériau. Bien sûr. Ah ouais. Il vit, il se transforme, mais tu peux continuer à parler. Non, mais c'est Parce que c'est intéressant de t'entendre parler. ce qu'il faut arriver à dire, c'est que le sommet de l'art, c'est au moment où on dit non, il est où le projet, hein? C'est la belle phrase, c'est la chute, c'est une chute, mais qui porte en elle le paradoxe de tout ça. C'est pour ça que c'était un piège que tu m'invites à venir parler, parce que c'est quelque chose dont la poésie est constitutive et dont il est justement pas possible de parler. Parce que c'est aussi quelque chose que l'on va expérimenter. C'est une expérience, ce paysage. C'est pas seulement le résultat du travail. Le travail est la construction d'une proposition de parcours, d'une proposition d'émotion. Et quand tu fais un jardin blanc, c'est que tu as compris que ton client, il a besoin, à un moment donné, du contraire de ce que tu montres juste après, d'ailleurs, avec la faute de l'abbé Mouret, qui est ces tabacs et ce rouge. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que tu apparais là rouge avec la sculpture de Graffin. Et on voit bien que là, on est dans la passion, on est dans ce qui est chaud, ce qui est violent. Et l'anesthésiste, il a besoin, lui, au contraire, de calmer le jeu. Et donc, tu le comprends, et il comprend sa propre existence aussi à travers ce besoin de calme qu'il va réexpérimenter tous les jours dans son jardin d'iris, et ce que tu nous as montré. Voilà, enfin bon, donc... Il y a un point très fort quand on parle de poésie, et on s'envole. Et sur ce propos de l'idée qu'on rentre dans l'objet d'art, soi-disant, qui est le jardin, et on va le voir selon ce que l'architecte nous a fait voir, parce qu'il fait des serpentines, comme on dit, et qui permettent de voir cet angle, ensuite cet angle. Et donc la richesse de cette expérience est faite aussi par le dessin de celui qui était au bureau et qui en a pensé. Mais il y a quelque chose de très important aussi. C'est que quand Laure dit « je veux faire un sous-bois blanc », elle sait faire un sous-bois blanc. Ce qui veut dire, elle connaît ses espèces, elle connaît le sol qu'il faut, elle connaît la quantité d'ombre qu'il faut mettre sur ces espèces, et toute cette biologie, si vous voulez, tous ces procès naturels, il faut les maîtriser. Ensuite, il va falloir qu'on passe dans l'autre tuyau tout à fait différent de la production artistique. Donc, comment est-ce qu'on prépare, c'était ça ma dernière question, une question dont on a parlé tout à l'heure, c'était la dernière chose que j'ai demandé qui n'a pas de réponse. Comment est-ce qu'on prépare un paysagiste ? Comment est-ce qu'on fait quelqu'un savoir toute cette science, être capable de la représenter de façon artistique pour que le tuyau avec la personne qui commande, le commanditaire, pour sensibiliser le commanditaire et puis finir avec une œuvre d'art sur le terrain. Et là, on se demande comment est-ce qu'on les prépare. Et pire, chaque pays d'Europe les prépare de façon différente. Chaque région de France les prépare de différentes façons. Parce que la chose est tellement hybride et tellement difficile à en effet mettre ensemble qu'il y a une diversité énorme de préparation et qui donne des produits qui sont complètement différents. Marco nous disait sur Gilles Clément quelque chose de très intéressant. Sur la formation ? Non. Sur l'art. Il faudrait poser la question à Gilles Clément, mais ce qu'il expliquait, c'était le fait que pour lui, un paysagiste doit tout d'abord créer
un milieu propice à la vie, donc aux plantes, aux animaux, enfin, un écosystème viable et efficace. Et puis après, il y a ce qu'il appelle la résolution esthétique, c'est-à-dire la dimension de la beauté, la dimension qui arrive dans un deuxième temps. Mais ça, c'est parce qu'il a, on en parlait tout à l'heure, une approche de scientifique et de botaniste et d'entomologiste. Et donc, il est arrivé au jardin par cette porte-là. Mais là, la question qui se pose, c'est plutôt par rapport à, je ne sais pas s'il y a des étudiants de l'école de paysage, et l'enseignement, et ça c'est Gilles Clément qui en parle très bien, parce qu'il enseignait en plus, l'enseignement de l'écologie, de cette dimension-là qu'il faut, comme tu dis, maîtriser la connaissance des plantes, des milieux et de l'écologie. Et c'est ce qui est le plus difficile, et ça se fait pas forcément beaucoup. Mais bon. Donc, et ce qui est très intéressant, c'est que vraiment, il faut que ce soit 5 années de préparation. Les 3 années ne suffisent pas. Les 5 sont très peu pour l'œuvre qui est demandée de savoir manipuler, si vous voulez, les procès naturels pour faire de la beauté qui s'inscrit dans la beauté du paysage comme les murs. Donc il y a toute une quantité de savoir qui doit se accumuler pour réussir à ce qu'il y ait ce que Laure appelle aussi l'étincelle, qui permet de mettre tout en marche, si vous voulez, mais qui est là comme son archive visuelle, sa bibliothèque d'images, qui est là, qui attend. Et quand un nouveau paysage arrive avec un client, ça sort. Et donc, tu l'as très bien décrit, et je te remercie beaucoup. C'était très, très bien. Eh bien, très bien. Merci beaucoup déjà à vous pour votre présence. Et un grand merci à nos invités. C'est toujours passionnant d'entrer dans l'œuvre, dans la pensée, dans la vie aussi quand même d'un créateur, d'un artiste, d'un paysagiste. Donc merci beaucoup Laure Cognam, Jacques Lénard et Cristina Castelbranco qui a conçu cette rencontre. Merci beaucoup. Merci Marco.